Bonjour à tous, c'est Manon Durand, juriste santé chez Pharmaspécifique. On se retrouve pour une nouvelle vidéo actualité recherche clinique 2020. Et avant de commencer, je vous rappelle que nous organisons le 3 juin 2021 un webinaire qui sera également consacré aux actualités de la recherche clinique, mais cette fois-ci pour l'année 2021. Donc on va voir ensemble tout ce qui s'est passé depuis janvier et tout ce qui implique directement les métiers de la recherche clinique. Donc en tant que professionnel de la recherche clinique, je vous invite vivement à y participer pour voir un petit peu quelles sont les nouveautés, quelles procédures doivent être mises à jour le cas échéant, qu'est-ce qui change dans votre pratique, etc. Donc n'oubliez pas de noter cette date dans votre calendrier, le 3 juin 2021, pour un webinaire ensemble. On commence avec le sujet du jour qui est relatif à la publication par l'EDPB, qui est l'European Data Protection Board, de recommandations à la suite de l'invalidation du Privacy Shield. Alors, l'European Data Protection Board, l'EDPB, qui est en fait la CNIL européenne, a publié des recommandations à la suite de l'invalidation du Privacy Shield. Donc, je fais un petit rappel. Le Privacy Shield, il permettait de transférer des données depuis l'Union européenne vers les États-Unis sans avoir besoin de recourir aux outils de transfert qui sont prévus par le RGPD. Mais ce mécanisme a été invalidé, considérant qu'il ne reconnaissait pas des garanties équivalentes à celles qui sont prévues par le RGPD. Donc ça complique les transferts et donc ça implique qu'il y a des vérifications en plus à faire par rapport à ce qu'on avait à faire avant au moment du Privacy Shield. Donc le principe de ces recommandations, c'est d'abord que chaque exporteur de données est tenu de vérifier que le pays vers lequel les données sont transférées dispose d'une législation suffisamment adaptée aux exigences du RGPD. C'est-à-dire que dès lors qu'on va transférer des données vers un pays qui n'est pas membre de l'Union européenne, il va falloir vérifier que sa législation en matière de protection des données à caractère personnel est équivalente à celle du RGPD. Cette obligation, elle découle du principe dit de responsabilité qui commande que les responsables du traitement et les sous-traitants s'efforcent de respecter le droit à la protection des données de manière active et continue en mettant en œuvre les mesures juridiques, techniques et organisationnelles qui garantissent son efficacité. Donc en fait, ça va être de manière continue. En fait, les responsables de traitement et les sous-traitants doivent vraiment veiller à ce que les principes de protection des données soient respectés dans tous les transferts qu'ils opèrent et dans toutes les obligations qui sont liées à ce texte. Donc, le DPB, il propose des vérifications en 6 étapes. D'abord, la première étape, c'est de connaître ces transferts. Donc, c'est un exercice difficile, mais il est nécessaire de cartographier l'ensemble des transferts opérés pour identifier le niveau d'adéquation du pays récepteur. Donc, ça rejoint un peu l'idée que je viens d'évoquer. Il va vraiment falloir se dire, voilà, j'envoie tel dossier vers tel pays. Est-ce que ce pays dispose d'une législation en matière de protection des données? Comment ça se passe, etc. pour pouvoir vraiment adapter. Ensuite, la deuxième étape, c'est de vérifier les outils de transfert sur lesquels reposent ces transferts et s'ils sont en adéquation avec les outils proposés par le RGPD. Donc, quel type d'outils on utilise pour ce transfert, dans quel cadre et est-ce que surtout il est équivalent à ce qui est demandé dans le RGPD. La troisième étape, ça va être d'évaluer s'il y a des aspects dans la loi ou la pratique du pays tiers qui pourraient impacter l'efficacité des outils de transfert utilisés. Par exemple, si jamais on utilise des clauses contractuelles type, mais qu'on se rend compte que la législation du pays, elle fait fi de ces outils-là et que, ben, quand bien même des clauses pareilles seront conclues, eh bien, ça n'empêche pas l'accès à des tiers non autorisés, eh bien, il va falloir mettre en place d'autres actions. C'est là qu'arrive l'étape 4, qui revient à identifier et adopter les mesures complémentaires qui vont être nécessaires pour adapter le niveau de la protection des données à la norme européenne. Donc cette étape, elle va être nécessaire que si l'évaluation qu'on a fait à l'étape 3 révèle que la législation du pays tiers peut empiéter sur l'efficacité de l'outil de transfert. Dans les cas où aucune mesure complémentaire qu'on pourrait adopter ne conviendrait, il faudra donc éviter, suspendre ou mettre fin au transfert afin d'éviter de compromettre le niveau de protection des données personnelles. La cinquième étape, ce sera de prendre toutes les mesures formelles de procédure que l'adoption d'une mesure complémentaire peut exiger
en fonction de l'outil de transfert utilisé. Donc si on met en place des mesures complémentaires, eh bien, il va falloir vraiment les implémenter dans nos procédures et les mettre en œuvre pour pouvoir s'assurer que le transfert est sécurisé. Et enfin, la dernière étape, c'est de réévaluer à intervalles réguliers le niveau de protection qui est accordé aux données transférées vers des pays tiers et surveiller s'il y a eu ou s'il y aura des modifications qui pourraient l'affecter. Donc ces 6 étapes, elles sont à prendre en compte dès lors qu'on a un transfert en dehors de l'Union européenne, un transfert de données en dehors de l'Union européenne, vers un pays qui n'est pas membre de l'Union européenne ou qui n'est pas reconnu adéquat par la Commission européenne. L'annexe 2 de ces mêmes recommandations, elle vient donner des exemples de mesures à prendre pour répondre aux exigences du RGPD. Et ces mesures, elles sont notamment fondées sur le cryptage et la pseudonymisation, qui sont deux grosses mesures de protection. Le comité donne également des exemples dans lesquels ce type de mesures ne constitue pas des mesures complémentaires assurant un niveau de protection suffisant. Ça va être par exemple le cas lorsqu'un exportateur de données, donc un exportateur qui se trouve sur le territoire de l'Union européenne qui voudrait transférer des données en dehors de l'Union européenne, va transférer des données à caractère personnel à un importateur de données dans un pays tiers en les rendant disponibles dans un système d'information couramment utilisé de manière à permettre à l'importateur d'accéder directement aux données par son propre choix ou en le transférant directement individuellement ou en vrac par l'utilisation d'un service de communication. En fait, c'est l'exemple d'une boîte mail qui serait non sécurisée. On envoie un mail vers un pays tiers et le mail est directement accessible sans mesure particulière. Enfin, le document il nous éclaire sur l'encadrement contractuel, c'est-à-dire comment on peut, par le biais d'un contrat, encadrer le transfert de données en donnant quelques conditions de l'efficacité d'un tel encadrement et notamment en relation avec la transparence, les droits des personnes concernées et la mise en place de mesures techniques et organisationnelles. Donc, en clair, que doit contenir ce type de contrat? Pour plus d'informations, je vous renvoie vers ce document que je vous conseille vivement de lire puisque ça va vous permettre vraiment de savoir comment encadrer vos transferts à l'étranger. Voilà, c'est fini pour cette vidéo. Si vous l'avez aimée, je vous invite à liker cette vidéo, à mettre des commentaires si vous avez des questions. Et vous trouverez en barre d'informations les informations sur notre veille et sur nos autres prestations, donc le conseil juridique qui vous permet notamment de poser une question d'ordre juridique en recherche clinique et voilà, sur toutes nos autres prestations, DPO, etc. Je vous invite vraiment à vous rendre dans la barre d'informations et quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.